Bien, ravie d'être parmi vous. Donc une présentation à deux voix effectivement pour aborder non plus la maladie en tant que telle, mais tout ce qui est autour de la maladie justement au travers des effets secondaires et des soins de support et de l'éducation thérapeutique. Je m'appelle Evelyne Renaud-Tessier, je suis médecin spécialisée douleurs et soins palliatifs et je suis responsable de l'unité d'éducation thérapeutique de l'Institut Curie. Et du coup, moi je suis Laetitia Laine, infirmière de l'hôpital de jour de chimiothérapie. Je m'occupe du suivi des thérapies orales et je fais partie du projet PACOM qui a un parcours d'accompagnement et de coordination dans le cancer du sein métastatique que je vais développer un peu plus lors de cette présentation. Donc du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a voulu vraiment voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des effets indésirables, des effets secondaires? C'est des notions qui sont assez difficiles à définir. Difficiles à définir parce que c'est difficile de qualifier ces réactions d'effets secondaires quand elles sont vécues comme quelque chose d'important pour le patient et qu'elles occupent une place centrale. De plus en plus de patients émettent des difficultés ils ne sont pas préparés assez aux effets secondaires et une certaine méconnaissance pour y remédier. Donc là, on a mis la définition de l'INCa, qui définit les effets indésirables comme des conséquences gênantes et souvent prévisibles d'un traitement, survenant en plus de l'effet souhaité. Ces effets indésirables n'apparaissent pas de façon systématique, dépendent des traitements, des associations avec d'autres, des doses administrées, du type de cancer et de la façon dont la personne réagit. Et la dernière phrase, on pourra en discuter à la fin, mais elle est assez importante. Le patient doit être informé de l'apparition des possibles effets indésirables. Ensuite, on a listé aussi ceux de l'OMS qui, elle, différencie les effets secondaires des effets indésirables. Donc effets secondaires, effets connus, autres que celui principalement recherché en rapport avec les propriétés pharmacologiques d'un médicament, et les effets indésirables, des dommages inattendus résultant d'un acte justifié pour laquelle la procédure appliquée était correcte dans le contexte où le médicament a été utilisé. Alors pour décrire, l'idée n'était pas de faire tout à fait la liste à l'après-vert, mais quand même on voit bien effectivement l'ensemble des effets. Si je prends les traitements de chimiothérapie, eh bien, le principe c'est effectivement de détruire les cellules cancéreuses, mais elles ont du mal à être tout à fait ciblées et donc elles vont forcément avoir des dommages, notamment sur les cellules qui ont le renouvellement cellulaire le plus rapide, qui vont être davantage touchées. Donc on va avoir toutes les atteintes sur les muqueuses, le système digestif et donc les nausées, les diarrhées, les atteintes au niveau de cutané, la peau, les ongles, les troubles visuels. Je vais insister un tout petit peu plus sur les troubles musculo-squelettiques, les neuropathies qui sont des atteintes spécifiques des fibres nerveuses fines et distales. Ce qu'on appelle le chémobrain, qui sont effectivement des atteintes cognitives, et puis des atteintes plus larges, c'est-à-dire que là, c'est des atteintes un peu par organe, mais les atteintes plus assemblées, que sont la fatigue, l'asthénie, l'absence de tonus, la fatigue qui va regrouper effectivement plusieurs atteintes, les douleurs, j'aurais dû mettre un S, liées à la chirurgie, par exemple, les névralgies brachiothoraciques liées à la chirurgie du sein, qui est un effet assez fréquent et qui peut durer dans le temps. Les neuropathies périphériques liées à certaines chimiothérapies, qui sont ces atteintes sensitives ou douloureuses des extrémités des mains et des pieds, et les douleurs articulaires, musculaires. Donc ça, c'est pour le côté traitement. Et puis les symptômes de la maladie en tant que telle, qui vont être effectivement les douleurs typiques de la maladie tumorale, de la présence tumorale, qui ont une cinétique particulière, une prise en charge particulière, et puis la fonte musculaire qui est liée aussi à la présence de la maladie tumorale. Un petit focus, j'en fais que 3 sur l'ensemble de ces symptômes. Les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire ce qui vont toucher l'os et les muscles, les arthralgies, douleurs articulaires à tous les niveaux des articulations, les petites, les grosses. Et vous voyez à droite plus d'approches non médicamenteuses que d'approches médicamenteuses, des symptômes qui sont complexes, qui vont nécessiter des stratégies, des discussions pour pouvoir trouver la meilleure prise en charge de ces symptômes, avec 2 angles, se décentrer de la douleur, mais quand on dit ne pensez pas à l'ours blanc, évidemment c'est difficile de ne pas l'avoir en tête, mais c'est des stratégies de méditation, de distanciation, pour avoir des outils effectivement pour que ça ne soit pas
perçue. Donc la douleur, si elle n'est pas perçue par le cerveau, bien elle est moins présente. Si on est distrait, on est moins douloureux. Mais tout ça sont des techniques difficiles à mettre en place. Et puis l'autre stratégie, c'est la réadaptation à l'effort, c'est-à-dire la mobilité, l'utilisation infradouloureuse pour augmenter notre capacité fonctionnelle. Ça va être les deux enjeux de la prise en charge avec une large place des mesures non médicamenteuses. Un autre focus, ce qu'on appelle donc la chimie sur le cerveau, le chemobrain, et quand on parle d'une fréquence variable dans les études de 15 à 75%, c'est que clairement on ne sait pas bien le dépister, c'est que l'enveloppe est trop large pour, en tout cas c'est très largement sous-diagnostiqué. Comment ça se manifeste? Parce qu'en plus c'est difficile, il faut faire comme toujours, dans tous les symptômes, d'abord un diagnostic et une recherche de diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'avant de dire c'est le cancer et les traitements, il faut aussi regarder est-ce que c'est pas autre chose qui se passe. Donc il y a une démarche médicale dans tous les cas et dans tous les symptômes. Ça se manifeste par des choses assez diffuses, des distractions, des oublis. On peut avoir aussi plein d'autres causes, la fatigue. On peut aussi chercher les autres facteurs qui vont donner ce type de symptômes qui ne sont pas forcément liés forcément aux chimiothérapies. Quand on est anxieux, quand on est déprimé, quand on est fatigué, on est moins attentif et on a plus de symptômes évoquant cela. Les recommandations, c'est d'essayer d'organiser le mieux possible son quotidien en essayant de mieux structurer, de mieux organiser son quotidien. Alors là aussi, on voit bien que ça va toucher à des stratégies qui sont pas faciles. Et puis effectivement, on aime bien citer un interlocuteur avec qui on travaille beaucoup maintenant, qui est Oncogit, pour être tapé et qui est sur internet et qui est une forme de rééducation cognitive qui est organisée par des professionnels de santé avec des prises en charge qui demandent parfois une petite cotisation qu'on espère assez modeste, et en tout cas les établissements de santé s'organisent au mieux pour donner accès à cette technique qui est très soutenante. La fatigue, c'est mon dernier point sur les symptômes. Alors celle qui est liée au cancer, parce que la fatigue, c'est aussi quelque chose de compliqué à objectiver. Plusieurs angles. La fatigue qui est liée directement à la maladie, parce que cette maladie, elle va provoquer un certain nombre de molécules d'allure inflammatoire qui vont venir un peu user les ressources. Elles sont liées au développement même de la maladie qui va puiser des ressources et donc forcément qui va participer à l'épuisement physique. Au traitement, on l'a vu par l'intermédiaire de tous les symptômes, la douleur chronique, tout ça amène des sensations de fatigue réelles. Les conséquences des maladies et traitements, l'anémie va occasionner en tant que telle de la fatigue, la dénutrition, c'est-à-dire la fonte musculaire, douleur, anxiété, troubles du sommeil. Si on ne dort pas, évidemment, on a du mal à récupérer. Donc tout ça pour vous dire que ça amène à une diminution de la tolérance à l'exercice et que, encore une fois, on va mettre en place des stratégies sur le reconditionnement à l'effort. Alors les mots ne sont pas très jolis, mais c'est toujours des mots côté soignant de l'autre côté du pupitre, comme dit Paul, mais aussi améliorer le renforcement musculaire, l'activité physique adaptée. Pourquoi je vous dis tout ça aussi? Parce que c'est pour vous dire que dans cette liste à l'après-vert, il y a des options, des propositions, rien, pas de baguette magique, rien en unique, mais vraiment des stratégies de prise en charge en équipe à discuter et à adapter en fonction des possibilités de chaque personne. Donc du coup, pour essayer de prendre en charge et de soutenir le patient dans ses effets indésirables, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Donc là, on a décidé de citer celui-là, donc les critères CTCAE. Je vous épargnerai le mot en anglais et mon accent, mais je pense que vous comprenez le principe. Donc c'est un outil standardisé qui est utilisé pour classer et puis pour évaluer la gravité de l'effet indésirable de façon objective. C'est une sorte de langage commun en fait, pour essayer de prendre au mieux les meilleures décisions, et ça peut permettre à l'oncologue d'ajuster les traitements et de prendre des mesures préventives. Donc c'est des grades de 1 à 5. On a pris l'exemple des nausées. Donc vous voyez, le grade 1, c'est léger, le patient se sent un peu nauséeux mais sans vomissement. Le grade 2 est considéré comme étant modéré, les nausées n'interfèrent pas sur les activités alimentaires et sans vomissement.
Le 3 est plutôt grave, avec des vomissements qui nécessitent une hospitalisation et un traitement médical. Le 4, le pronostic vital est engagé avec des vomissements incontrôlés. Et le 5, c'est le décès en lien avec l'effet indésirable. Un autre outil, vous avez peut-être déjà entendu parler, et vous entendrez de plus en plus en parler, c'est tout ce qui est PRO. Donc là, je peux vous le faire. Je me suis entraînée. Donc Patient Reported Outcome. Voilà. Donc du coup, c'est des questionnaires qui sont remplis directement par le patient, qui permettent d'évaluer l'impact des traitements sur la qualité de vie, en prenant en compte ses symptômes, son ressenti. C'est pas toujours des choses qui sont visibles aux cliniciens. Parfois, quand vous voyez votre oncologue, vous n'avez pas forcément le symptôme au moment donné. Donc voilà. C'est utilisé avec aussi des outils connectés, beaucoup d'applications où le patient remplit un questionnaire et si, selon l'organigramme, par exemple de fièvre, il y a une alerte qui est créée et le clinicien peut appeler le patient pour évaluer pourquoi il a de la fièvre et mettre des actions en place. Qu'est-ce qui est fait à l'Institut Curie? Donc, pour accompagner et suivre ces patients sous thérapie orale, il a été mis en place en 2018 le CISCO. Donc, c'est des consultations infirmières. J'ai dit combien? Ah, donc oui, 2008. C'était pour répondre à l'essor des chimiothérapies orales et thérapies ciblées. Et ça, en fait, là, les anticorps, les anticancéreux, en gros, modifient un peu le schéma classique où c'est le patient qui vient à l'hôpital faire sa séance de chimiothérapie. Là, il va devoir développer des compétences pour être autonome dans la prise de son médicament à domicile. Donc, on est 7 infirmières. On est toutes de l'hôpital de jour, on est toutes formées à l'éducation thérapeutique. On fait des consultations d'initiation en binôme avec le pharmacien. C'est très important, on va voir pourquoi. Donc on voit les patients à l'initiation du traitement, 1 mois après et tous les 3 mois. On peut adapter aussi notre suivi pour les patients avec des fragilités sociales, cognitives ou avec des pathologies adjacentes qui est le diabète. Donc voilà, on peut être amené à appeler les patients toutes les semaines. On a un gros suivi téléphonique et mail, et voilà. Et l'idée de ce parcours, c'est vraiment de renforcer les connaissances du patient et les compétences. On utilise, comme on est toutes formées à l'éducation thérapeutique, on utilise des méthodes éducatives vraiment pour s'assurer le bon usage du médicament et rendre le patient proactif dans les toxicités. Du coup, je ne sais pas comment on retourne en arrière. Bon. Ah ouais, non. Ça te va? Ah ouais, ça a tout modifié. Bon, en fait, quand mes collègues ont réfléchi à comment prendre mieux en charge les patients, il y a eu un jeu qui s'est créé avec des cartes. Voilà, le déclic. Voilà, le déclic assez haut. Donc, c'est un jeu qui a été créé par mes collègues pour, en fonction des symptômes liés aux médicaments, quelle conduite à tenir ils pouvaient avoir. Donc ça se présente sous forme de cartes et à chaque fois le patient doit réfléchir si c'est un effet indésirable fréquent ou rare, quelle conduite il doit adopter, quand prévenir, quelle action il peut mettre en place. Et au dos des cartes, vous voyez, on retrouve ces items-là. Donc par exemple sur la constipation, selon lui, quels sont les signes, quoi manger, quoi boire, comment prévenir, comment traiter, et nous, soit on valide les réponses aux questions, soit on réajuste aux besoins. Dans l'idée du suivi CISCO, il y a eu la création donc, du projet PACOM, le parcours PACOM. L'idée était d'accompagner plus précocement et plus spécifiquement, dès l'annonce médicale, en fait, des patientes atteintes du cancer du sein. Donc c'est vraiment un parcours d'annonce et de coordination. C'est un travail qui a été assez collaboratif parce qu'on a pu travailler ensemble avec les oncologues, les infirmières de l'hôpital de jour, l'unité transversale de l'éducation thérapeutique, les pharmaciens. Donc voilà. Le point de départ, en fait, ça a été l'enquête menée par le collectif 1310 qui se posait la question sur le ressenti des patientes lors de l'annonce du cancer du sein métastatique, et elle a permis de recueillir des témoignages précieux et d'identifier les besoins spécifiques pour ces patientes.
Donc comment elle s'organise? Donc c'est une consultation qui dure 1 heure. Ça permet de mettre en place une relation de confiance et de répondre aux préoccupations des patientes. À travers cet entretien, donc c'est fait sous forme de bilan éducatif partagé. On brasse toutes les dimensions qui accompagnent le patient, que ce soit sur l'alimentation, sur la maladie, sur la douleur, sur le psychosocial. Et à l'issue de cette consultation, la patiente identifie plus les ressources disponibles à l'Institut Curie. Ça ouvre une porte d'entrée vers les soins de support dont Evelyne va vous parler. Il y a aussi le lien qui est fait avec d'autres ateliers thérapeutiques et on est assez fiers d'avoir créé, en tout cas élaboré, un atelier spécifique au cancer du sein. Donc, quand vous participez à cet atelier, la capacité de la cellule n'aura plus de secret pour vous. On l'étudie sous forme de schéma. Pareil, vous apprenez à lire tout le jargon, en tout cas à décrypter le jargon médical. Et on utilise énormément de post-it, donc c'est pas très écologique. Ouais, ça va être toi. Donc pour vous préciser un peu justement, pour brasser un peu ces termes de soins de support et d'éducation thérapeutique, donc on a repris un peu la définition de la société savante, l'AFSOS, en soins de support oncologique. Les soins de support, en fait, ça vient de l'anglais au départ, hein. Moi aussi mon accent va être très difficile, mais supportive care, je peux à peu près y arriver. Ça désigne l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement, et nous on aime bien dire en fait de manière imbriquée et pas en parallèle justement puisque ça se rejoint au traitement spécifique ou pas, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de traitement spécifique, les soins de support continuent pour accompagner les maladies graves. L'éducation thérapeutique, c'est un soin en tant que tel, évidemment, c'est intégré aux soins de support, mais ça a cette visée d'être vraiment centré sur, d'utiliser des outils pédagogiques pour centrer sur la préférence patient, mais surtout de renforcer la prise de décision pour les patients sur le vivre avec la maladie. Et donc on va étendre au-delà du soin et de la santé sur des domaines sociaux, professionnels et autres qui font quand même partie des soins de support, et puis surtout partir par le patient. On va sortir du pour et avec le patient pour aller sur une démarche par le patient en prenant ses compétences et ses connaissances. Juste une petite circulaire à l'époque qui classait les soins de support en socle de base. On va retrouver douleur psychique, soutien psychique, social et professionnel qui étaient quand même dès le départ classés dans les socles de base des soins de support, diététique, nutrition. Et ce qui était estimé complémentaire sur cette circulaire, l'activité physique, on est en train de remettre très clairement dans le socle de base. Ce qu'ils appelaient à l'époque conseil hygiène vie, c'est arrêt du tabac, etc. Probablement, on pourrait mettre l'éducation thérapeutique dedans, le soutien psychique des proches et des aidants. Donc là aussi, on est en train de ramener, je pense, dans le socle de base. Et puis la santé sexuelle, qu'on est en train maintenant de remettre d'ailleurs dans le socle de base aussi. Et vous voyez que tout ce qui est la sphère du bien-être, du soutien, du moral, ne rentre pas dans cette sphère des soins de support, et pourtant on le sait que c'est un soutien important. Une autre façon de voir l'organisation, et justement, et donc c'est la nôtre, en tout cas c'est notre vision à l'Institut Curie, et qui était schématisée par professeur Carole Bouloc, qui est chef du département de soins de support à l'Institut Curie. C'est, vous voyez ici la grande flèche, le parcours de soins avec les différentes consultations, donc oncologique, consultation d'annonce, oncogériatrique pour les personnes concernées par les critères d'âge, douleur, soins de support oncologique, les consultations non programmées. Eh bien, tous ces acteurs médicaux vont organiser le parcours personnalisé de soins, incluant les différents soins de support que j'ai mis en bas, avec l'arrière-salle des réunions staff qui ne sont pas visibles devant le patient, mais des concertations inter-équipes entre les équipes de cancérologie et les équipes de soins de support pour justement articuler et proposer donc à la demande dans un parcours médical et thérapeutique l'ensemble de cette proposition intra-hospitalière ou extra-hospitalière d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, ce qui est peut-être plus accessible directement par les patients et leurs proches, qui sont effectivement la maison des patients et des proches, qui vont être une sphère d'information sans objectif thérapeutique et de soutien et d'ateliers
bien-être, qui vont être effectivement sans objectif thérapeutique mais tellement nécessaires. Les conférences, donc tout ce qui est information, les livrets papier, les conférences accessibles sur Internet, sur différents domaines qui sont organisés par différents collaborateurs, collaboratrices de l'Institut, et le site Internet sur lequel vous allez avoir des sources d'informations. Et la plateforme, la maison de santé des sports, en fait, la plateforme activité physique adaptée, et puis l'unité d'éducation thérapeutique qui est accessible directement et qui va finalement être une approche pour vérifier, enfin pas vérifier, pardon, pour plutôt mettre en avant les préoccupations directes des patients. Je dis souvent, pour moi qui suis médecin douleur, je voudrais que mes patients aillent à l'atelier comprendre les traitements et les prescriptions et mes ordonnances, et en fait ils vont à l'éducation thérapeutique sur d'autres domaines, et c'est très bien aussi, mais ils ne vont pas toujours là où je voudrais qu'ils aillent, mais c'est très bien. Donc voilà pour vous montrer un petit peu l'organisation, et je voudrais finir sur cette image ou cette proposition, sur ce combo soins de support, éducation thérapeutique. J'ai demandé à une étudiante, on parlait ce matin, Vincent Salomon parlait de l'approche littérature artistique, j'ai demandé à une jeune étudiante des Beaux-Arts en lui disant voilà mon travail, comment tu l'imaginerais. Et donc voilà le résultat en image avec les petites bics bleues qui seraient l'ensemble des soins de support coordonnés, l'éducation thérapeutique qui serait ce parapluie saisi par les patients sur ce fil précaire et incertain de la vie, peut-être la main du cancérologue qui essaye d'allonger, de donner un peu plus de fil avec ses traitements, et puis cette petite proposition peut-être un peu poétique. Bonjour. Dans le parcours métastatique, c'est pas linéaire, et donc on peut avoir besoin de soins de support différents en fonction des nouveaux traitements qu'on va avoir, qui vont avoir des impacts différents. Est-ce que, je sais qu'à Curie, vous proposez beaucoup d'aide, de soins de support, c'est pas le cas dans de nombreux petits centres. Donc je sais que les patientes qui nous regardent doivent être envieuses aussi. Et c'est important en fait de mettre en place un programme au long cours, parce que dans la maladie métastatique, on peut avoir besoin à un certain moment. Donc je sais pas comment c'est prévu chez vous, mais si ça peut donner des exemples, parce que la prise en charge, elle est différente à chaque moment. Et c'est pas facile au long cours de trouver ce soutien. Oui, vous avez raison. Donc, c'est pas facile. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des moments dans les consultations, des screenings, des questionnaires qui vont faire remonter un certain nombre de choses, des évaluations avec des soignants, avec différentes consultations qui vont faire émerger les préoccupations du moment. Les bilans éducatifs, ce format, il est vraiment fait là pour le coup pour justement partir des préoccupations et de fixer les objectifs de la personne elle-même, pas la vision des professionnels de santé. Donc on essaie de matcher un peu les deux, mais c'est un continuum. Et après, on essaie de renforcer aussi nos liens avec ce qui se fait par le tissu associatif, en proximité aussi. C'est-à-dire que tout ne doit pas se faire sur le centre, d'abord parce qu'il y a aussi des questions de transport qui sont difficiles, et puis il y a d'autres compétences et d'autres accès qu'un CLCC ne peut pas non plus fournir. Donc on essaie de renforcer, il y a encore du travail, mais on essaie de renforcer notre articulation avec le monde associatif et la proximité du domicile. Alors, du coup, pour rentrer en résonance avec ce que vient de dire Aurélie, il y a Mireille qui nous disait en ligne justement que nous sommes loin de toutes ces prises en charge dans nos régions, loin des grandes villes. Je pense que c'est vraiment important de souligner que finalement, ce qui est intéressant aussi dans ces grands centres, notamment comme Curie, les centres Unicancer ou les grands hôpitaux, CHU autres, c'est que vous structurez les choses. Que nous, associations, on est au courant de ces structurations et que finalement, on va apporter donc, notamment le tissu associatif, particulièrement le collectif 1310, mais pareil, on ne peut pas oublier la Ligue contre le cancer. Par exemple, en région, il y a aussi des établissements, des maisons, entre guillemets, de soins de support qui se créent de plus en plus. Alors, plutôt dans les grandes villes, il est vrai, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées en ligne aussi. Donc, c'est important d'avoir ce relais avec les associations en fonction de l'endroit où j'habite, ou aussi tout simplement parce que j'ai pas envie de revenir tout le temps à l'hôpital pour faire certaines choses. Et par rapport au bilan, ça je trouve que c'est très intéressant, il y a eu un nouveau baromètre de l'AFSOS, l'Association française des soins oncologiques du support, qui souligne ça, ce besoin de réévaluation du bilan des besoins en soins de support pour les patients en situation métastatique. Ça c'est tout à fait général et c'est vraiment un sujet. En fait, ce qu'on fait très bien, c'est le bilan souvent à l'annonce. Éventuellement, visiblement là, dans cet exemple de PACOM, on va réévaluer au moment où j'instaure une thérapie orale.
Mais ce qui est important, et c'est ce que souligne Aurélie, c'est de se redire qu'à certains temps clés du parcours métastatique, par exemple un changement de ligne, un changement de situation majeure, peut-être refaire le point sur les bilans en soins oncologiques de support. Je rajoute de ne pas oublier dans les partenaires autour, le médecin généraliste qui peut être aussi un signe d'alerte et de réévaluer un certain nombre de symptômes. Et il peut être épaulé par ce qu'on appelle les dispositifs d'appui à la coordination qui maintenant sont répartis sur tous les territoires en France et qui sont des équipes de coordination qui vont aussi connaître leur territoire, connaître les ressources possibles et pouvoir orienter et épauler le généraliste dans un certain nombre de connaissances peut-être spécifiques. Donc voilà, élargir aussi ces moments de bilan et de réévaluation auprès du généraliste qui connaît aussi les gens depuis longtemps, les familles, et qui a aussi des ressources à coordonner. Bonjour. Vous parliez, excusez-moi, de l'annonce de la maladie métastatique, mais je pense aussi à l'annonce d'un cancer primaire. Je voulais savoir si au niveau des médecins radiologues, des étudiants actuellement, s'il y avait un travail de communication pour parler à la patiente, pour annoncer les choses, parce que je revois souvent ce terme d'annonce de la maladie, ça me paraît très, comment dire, enjolivé. Dans la vraie vie, en général, c'est le médecin radiologue qui vous reçoit dans un petit cabinet froid, qui vous lance les choses un petit peu comme ça au visage. Il peut se passer pas mal de temps avant de voir votre généraliste, puis l'oncologue qui est très pris. Pour moi, dans les faits, ça a été extrêmement brutal dans les deux cas. L'annonce de mon cancer primaire suite à une biopsie et dans le deuxième cas également, et pourtant par de jeunes femmes sorties de leurs études fraîchement en radiologie, très compétentes certainement. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, au niveau de la formation de ces médecins en radiologie. Bon, c'est peut-être un peu à côté du sujet, mais je me permets cette remarque. Merci, ouais, c'est absolument une remarque importante et c'est là où on voit effectivement le travail. J'aurais voulu que Laetitia précise effectivement la formation nécessaire pour accompagner avec des outils parce qu'effectivement la manière d'annoncer les choses, alors le résultat évidemment l'annonce elle est là, mais d'abord l'annonce est un continuum et vous le dites très bien, on dit un dispositif d'annonce ou la consultation d'annonce, mais en fait il y a plein d'annonces à plein de moments et notamment au moment des résultats qui sont toujours des moments des annonces partielles, avec parfois des professionnels qui ne sont pas les plus formés sur cette manière d'accompagner l'annonce, aussi parce qu'ils n'ont pas les traitements à proposer derrière ou les solutions à proposer derrière.